C'est une bataille qui va durer plus de 11 mois. 11 mois depuis le D-Day du 6 juin 1944. Jusqu'à la signature de la capitulation le 8 mai 1945. « 11 mois de combat pendant lesquels les armées alliées, mais aussi des milliers de résistants français vont se battre pour délivrer le pays. Madeleine Riffaut a 90 ans. Elle en avait 19 quand elle a pris les armes. Il y en avait marre. Il fallait que le mal cesse, que cesse le racisme, l'antisémitisme, le manque de liberté. Dans chaque nouvelle cité libérée, ce sont les mêmes scènes, les mêmes foules qui reprennent espoir, de Cherbourg à Paris, d'Aix-en-Provence à Orléans. Jean Mouchel a 84 ans. À l'époque, il en a 14 lorsqu'il voit arriver les libérateurs. On était dans l'euphorie de l'espoir, de la joie. On avait un monde à refaire, un monde à reconstruire. Et je me rappelle, il y avait des slogans partout. On voyait ça, on voyait des images. Retroussons nos manches et ça ira encore mieux. Mais derrière la liesse, derrière l'espoir, il y a une autre réalité. Le chaos, règlement de compte, scènes de violence, exécutions sommaires. La justice se fait désormais dans la rue. Pierre Roux a 89 ans. À l'époque, il n'en a que 20. Ce climat de peur, d'insécurité, il s'en souvient encore. On arrêtait n'importe qui pour n'importe quoi. Il suffisait que quelqu'un dise mon Bretagne était ça, on l'arrêtait. Cette période de la libération a marqué pour toujours l'histoire de notre pays. Et pourtant, aujourd'hui, 70 ans après les faits, nous sommes loin de tout en connaître. Il reste encore des héros au courage inouï qui ne figurent pas dans les livres d'histoire. Des stratagèmes incroyables qui ont permis de tromper l'ennemi. Des actes peu glorieux sur lesquels le silence est retombé. Des événements tabous que la mémoire officielle a occultés. C'est cette face cachée de la libération de la France que nous allons vous raconter. On l'ignore souvent, mais la libération de notre pays ne s'est pas seulement jouée ce fameux 6 juin 1944 avec le débarquement allié. Même si ce jour-là, plus de 150 000 soldats ont redonné l'espoir aux Français en mettant le pied en Normandie. En réalité, l'avenir de la France se disputait à des milliers de kilomètres de là. Nous sommes à Alger, sur les bords de la Méditerranée, et quelques jours plus tôt, le général de Gaulle, chef de la France libre, vient de créer un gouvernement provisoire. Il entend bien gouverner le pays après la libération. Sauf que derrière les sourires de façade, l'homme est inquiet. Car il sait que les Alliés, eux, ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Soviétiques ne reconnaissent ce gouvernement. Tout simplement parce que, suivant l'avis du président Roosevelt, ce gouvernement n'est pas légitime. De l'autre côté de l'Atlantique, à la Maison-Blanche, l'avenir de la France est tout tracé. Le président américain, donc, Franklin Roosevelt, ne veut pas du général de Gaulle à la tête du pays. Pas question d'un militaire sans légitimité démocratique pour diriger le futur gouvernement. Alors sur le terrain, l'administration alliée a déjà tout prévu pour gérer l'avenir d'un pays qui est à leurs yeux dans le camp des perdants et qui a collaboré avec l'Allemagne.
En Normandie, parmi les troupes, il n'y a pas que des soldats. Il y a aussi près de 1500 administrateurs, des officiers spécialement formés et destinés à superviser toute l'administration de la France libérée. À la Libération, il faut que la France soit administrée par les Alliés en attendant qu'elle se reconstruise. Processus qui, aux yeux du général, est tout à fait criminel, puisqu'il revient à dénier et la souveraineté de la France et la réalité du pouvoir du général de Gaulle. Plus surprenant encore, Washington a carrément fait imprimer aux États-Unis des billets de banque français. Des billets comme ceux-ci de 5, 10 et 100 francs. Au total, un magot de 40 milliards. En Normandie d'ailleurs, les soldats utilisent déjà ces francs made in America. Pour le général de Gaulle, c'est inadmissible. Cela revient à transformer la France en colonie américaine. L'histoire de cette monnaie, elle est très révélatrice parce que sur les billets, il n'est nullement fait mention de De Gaulle, ça on aurait pu s'en douter. Il n'est fait nulle mention du gouvernement provisoire et même les termes République française n'apparaissent pas sur les billets. Alors pour contrer les projets américains, pour que la France libérée soit dirigée par son gouvernement, le général de Gaulle ne voit qu'une solution. Il faut que le pays montre en se soulevant qu'il participe activement à sa propre libération. Il faut une France libérée par les Français, une France qui ne soit plus du côté des vaincus, mais des vainqueurs. C'est ce message que le général fait passer dans son discours du 6 juin. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. La France a été battue en 6 semaines, en 1940, et il faut absolument racheter ce péché en montrant que les Français n'attendent pas passivement, comme Cendrillon, l'arrivée de leur libérateur, les mains dans les poches, qu'ils participent activement à leur libération. Le discours du général de Gaulle est relayé par la résistance dans les jours qui suivent, dans plusieurs villes de France. L'insurrection commence. Partout dans le pays, les Français prennent les armes pour en découdre avec l'ennemi nazi. Mais libérer le pays alors que les Américains sont encore loin, ce n'est pas si simple. Car dans la résistance, beaucoup des plus anciens, des plus gradés, ont été arrêtés et exécutés par les Allemands. Du coup, c'est toute une nouvelle génération qui rejoint la résistance. De jeunes Français qui ont parfois à peine 20 ans et qui, pour libérer leur pays, vont mener des actions d'une audace incroyable au péril de leur vie. Parmi eux, il y a une jeune femme, Madeleine Riffaut. Elle a 19 ans. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous ces airs de jeune fille modèle se cache en réalité une résistante coriace et déterminée. Qu'est-ce qu'on entendait à la radio? La voix du vieux maréchal Pétain, chevrotante, et qui disait « Soyez courtois avec l'occupant ». Bah, j'ai pas envie, moi. J'ai pas signé l'armistice, moi. C'est pas moi qui l'ai signé. Dis donc, vieux con. Madeleine Riffaut, c'est l'histoire d'une de ces jeunes Françaises ordinaires que rien ne destinait à devenir une héroïne, mais qu'un courage inouï va faire entrer au cœur de la grande histoire. Tout commence en 1942. Originaire d'un village de Picardie, Madeleine s'installe à Paris pour suivre des cours de médecine à la Sorbonne. Elle veut devenir sage-femme. Mais en cachette de ses parents, elle a rejoint un groupe d'étudiants résistants. Dès qu'elle le peut, elle mène des actions de propagande. Elle colle des affichettes dans les rues, elle fait passer le courrier de la résistance. Ces activités peuvent lui coûter la vie. Mais ce petit brin de femme va rapidement impressionner ses supérieurs. Les actions relativement légères qu'elle a pu faire, elle les a faites, elle a donné confiance. On voit son engagement, sa passion, son assurance aussi, et son sens de la responsabilité. C'est pas une faux folle. Madeleine a du sang-froid. Elle va vite être propulsée chef de groupe.
Elle commande 4 hommes et adopte un nom de code, Rainer. Elle a suivi une formation militaire au maniement des armes. On lui a fait transporter du matériel pour saboter. Elle va organiser ainsi plusieurs opérations risquées, comme l'attaque d'un policier en pleine rue pour lui voler son arme, ou le sabotage de plusieurs véhicules de l'armée allemande. Alors, lorsque De Gaulle appelle les Français à prendre les armes pour participer à la libération, il s'agit de détruire l'ennemi. Madeleine décide de prendre tous les risques pour aider à libérer la capitale. Un mot d'ordre est donné pour la région parisienne qui était de multiplier les actions spectaculaires. Les résistants les plus radicaux font circuler des tracts comme celui-ci qui appellent sans ambiguïté à tuer des soldats allemands. Le fait de tuer un officier allemand peut créer les conditions de la libération, tout simplement en montrant par un passage à l'acte que beaucoup de choses sont possibles. Mais les hommes que commande Madeleine sont comme elle très jeunes et peu expérimentés. Et puis lorsqu'on a 20 ans, abattre un homme de sang-froid en pleine rue, serait-ce un officier allemand? Ça n'est pas si facile. Il y en a un qui me dit ben écoute Rainer, je te demande pardon, mais quand j'en ai eu un au bout de mon revolver et j'ai pas tiré. Et pourquoi t'as pas tiré? Je sais pas. J'ai pas pu, Rainer, écoute, abattre froidement un homme comme ça. Je lui ai dit, toi, t'es vraiment un petit bourgeois. Hein. En tant que chef de groupe, Madeleine n'est pas censée aller sur le terrain. Mais puisque ces hommes n'y parviennent pas, elle va passer à l'action elle-même. Nous sommes le 23 juillet 1944, c'est un dimanche. Il fait un temps magnifique. J'ai compris une chose, c'est que seule une jeune fille peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se méfier. Vu d'un occupant, une jeune femme avec un pistolet prête à abattre un soldat allemand, ça paraît pas évident. Madeleine n'a qu'une chose en tête, tuer un soldat. Mais elle est loin d'imaginer où tout cela va la mener. Si j'ai de la chance, je vais en avoir un aujourd'hui. Pendant de longues minutes, elle sillonne le centre de Paris, mais elle ne croise que des Allemands en groupe, trop nombreux pour elle. C'est sur les quais de la Seine, en passant devant le pont de Solferino, qu'elle aperçoit enfin ce qu'elle cherchait. Un soldat isolé. C'est un officier. Il contemple le fleuve. Ça s'est passé en 1 minute. Je n'ai pas vraiment regardé. Je n'ai pas compté ses galons, hein. Mais j'ai attendu qu'il se retourne. Je voulais qu'il me regarde. Lui donner une chance. Il s'est retourné. Ah, j'étais plus vite que lui. Je lui ai tiré 2 balles dans la tempe. Il est mort immédiatement. Il n'a pas souffert même 1 minute. Aussitôt, Madeleine enfourche son vélo pour quitter les lieux le plus vite possible. Je pense que je vais m'en tirer. Je vais passer par une petite rue et voilà. Mais dans le feu de l'action, elle n'a pas remarqué qu'à quelques mètres, un milicien français a tout vu. Il l'a prise en chasse en voiture. Et puis j'entends à ce moment-là une voiture à essence. Ça, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'essence, il n'y en a pas à Paris. Donc, c'est la Gestapo ou c'est la milice. La jeune fille n'a aucune chance. La voiture heurte son vélo. Elle tombe à terre. Elle est immédiatement menottée. Sous escorte, Madeleine est embarquée vers le 8e arrondissement, plus précisément vers le 11 rue des Saussets, un immeuble de sinistre réputation dans tout Paris.
Depuis le début de l'occupation, il s'agit du siège de la police allemande, la Gestapo. C'est ici que sont battus et torturés à mort les résistants faits prisonniers à Paris. À partir de là, elle entre dans ce qu'elle appelle un autre monde, dans le circuit de quelqu'un qui sait qu'elle va mourir, qu'elle va être fusillée, vraisemblablement, après avoir été torturée. Aujourd'hui encore, Madeleine Riffaut ignore combien de temps elle est restée entre les mains de la Gestapo. Une seule chose est sûre, son interrogatoire a duré plusieurs jours. Elle subit des séances de tabassage en règle. Nez cassé, mâchoire déplacée, coup de pied dans le ventre. Allez-y, tapez, comme ça ira plus vite. Bon. Les hommes de la Gestapo sont persuadés que la jeune fille n'a pas pu agir seule. Ce qu'ils veulent, ce sont les noms de ses complices. Mais malgré les coups, Madeleine trouve la force de résister. Ce qu'il faut, c'est ne pas parler pendant 3 jours. Parce que on saura que vous avez été pris, donc on pourra effacer les traces, on pourra disparaître, on pourra couper tous les câbles du réseau. Et ça faisait partie de la formation. Comment faire face aux interrogatoires, hurler pour déconcentrer les tortionnaires et donner son adresse en n'essayant pas d'inventer, en indiquant qu'elle est seule, qu'elle a fait seule. Elle donne son adresse, c'est tout. Mais tant qu'elle garde le silence, Madeleine le sait, la torture continuera. Alors elle va tenter un coup de bluff. Elle affirme que si elle a tiré sur un soldat, c'est pour venger la mort de son amoureux, tué par les Allemands. Il s'agirait non pas d'un acte de résistance, mais d'un acte passionnel. Elle essaie de faire croire que c'est une vengeance passionnelle, une vengeance par rapport à l'homme qu'elle aimait qui a été tué. Et le stratagème fonctionne. Les Allemands la croient, cette jeune femme de 19 ans ne peut pas être une résistante. Alors un matin, un de ses tortionnaires entre dans sa cellule et il lui lâche. Alors écoute, maintenant, tu nous sers plus à rien. Tu nous embarrasses, tu nous fais perdre du temps. Tu vas être fusillé, et c'est tout. Madeleine Riffaut est transférée à la prison de Fresnes, en banlieue parisienne. Elle est condamnée à mort pour l'assassinat de l'officier allemand, mais tout ce qui compte à ses yeux, c'est qu'elle n'a pas vendu ses camarades. La date de son exécution est arrêtée. Elle aura lieu le 5 août 1944. Madeleine n'a même pas 20 ans et sa vie va s'arrêter là, dans la cour d'une sinistre maison d'arrêt. Alors quand vient le jour fatidique, du fond de sa cellule, la jeune femme fait le bilan de sa vie. Je m'étais fait mon examen de conscience, j'avais pensé à tout le monde, j'avais écrit un petit poème. Et je me disais, finalement, qui c'est qui a gagné dans cette petite histoire? Ben, c'est toi. Parce que t'es toute petite, mais t'as pas donné tes copains. Et maintenant, tu vas être fusillée. T'es toute propre, finalement. S'il y a un paradis, tu vas tout droit, hein? Dans la cour, Madeleine entend des détonations, les premières exécutions commencées. Dans quelques minutes, elle sait que ce sera son tour. Mais alors qu'on la conduit vers la mort, un incroyable rebondissement va une nouvelle fois bouleverser son destin. Et à ce moment-là, il y a un officier qui vient, qui m'attrape par le bras gauche avec une violence terrible et me jette dans un fourgon cellulaire. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui dis, capoute, terroriste, gros terroriste, je lui dis tout de suite, là, Nine. Interrogatoire. Et il ferme la porte derrière moi et démarre. Et là, elle est, à sa grande surprise, renvoyée directement rue des Saussaies, à la Gestapo. Rue des Saussaies, Madeleine comprend ce qui s'est passé. Ce qui l'a trahi, c'est l'arme avec laquelle elle a abattu l'officier allemand.
Ce pistolet, elle l'avait volé elle-même quelques semaines plus tôt à un policier français, avec 2 complices. Du coup, la Gestapo a compris que cette gamine est bel et bien membre de la résistance. Alors toi, maintenant, tu nous as bien roulé dans la farine, comme vous dites en France. Tu n'es pas une petite jeune fille hystérique qui a perdu son fiancé et qui veut le venger. Tu es une résistante. Tu commandes à des hommes. Et paradoxalement, la découverte de son statut de chef de groupe va lui sauver la vie. Car nous sommes à la mi-août 1944. Les troupes alliées progressent, elles sont aux portes de Mantes, à seulement 50 km de Paris. Sur leur chemin, ce sont des milliers de soldats allemands qui ont été faits prisonniers. Alors dans la capitale, l'occupant est aux abois. Pour récupérer certains officiers de la Wehrmacht, pour leur permettre de s'échapper avant la défaite, le commandement militaire allemand accepte un échange. Il est prêt à libérer certains résistants prisonniers. Et parmi eux, il y a Madeleine Riffaut. On nous apporte de l'eau chaude pour nous laver et on nous apporte des vêtements corrects. Alors là, maintenant c'est clair, c'est un échange de prisonniers. Ça s'appelle comme ça. Le 18 août, Madeleine Riffaut sort de Fresnes. Elle est vivante. Elle n'en revient toujours pas. Mais elle ne sait pas encore que dans quelques jours, elle va participer à un nouvel acte de résistance qui va cette fois s'avérer déterminant pour libérer la capitale. Dès le lendemain, à Paris, l'insurrection commence. La grève générale est décrétée. Partout dans les rues, les Parisiens érigent des barricades. Les Allemands ont totalement déserté certains quartiers qui tomberont bientôt aux mains des résistants. À peine libérée, Madeleine Riffaut est promue au grade de lieutenant. Sur ces images rares, on la voit entourée d'un groupe de combattants. Et alors que les rues deviennent un champ de bataille, elle va se voir chargée d'une nouvelle mission. Alerte. Grouillez-vous. Il y a un train qui vient de Ménilmontant par la petite ceinture. Hein? Il est bourré d'Allemands. Oui, un train est en route. 14 wagons remplis de fusils, 1 tonne de munitions et une centaine de soldats. Un convoi très important pour les Allemands. Ce train est arrivé par la gare de Lyon. Il a emprunté ce que l'on appelle la petite ceinture. Et ce que craignent les résistants, c'est qu'ils cherchent à rejoindre la gare de l'Est, car tout près de là, place de la République, se trouve une énorme caserne, la caserne allemande du prince Eugène. Si les renforts arrivent jusqu'ici, un nouveau front va s'ouvrir et prendre à revers les résistants. En un mot, si le train passe, on risque un carnage. On arrive là dans la folie et la folie carnassière des troupes. Donc il y a un risque, là il y a un risque de massacre au nord de Paris sur ce qu'il peut y avoir d'embryons de barricades. Madeleine ne dispose que de 3 résistants pour arrêter le train. Le reste de son groupe est mobilisé dans les combats de rue. Alors elle donne l'ordre d'emporter tous les explosifs qui leur restent. Et le petit groupe prend la direction du parc des Buttes-Chaumont, car c'est là que Madeleine veut intercepter le train. On file en voiture avec nos armes et quand on arrive sur le pont des Buttes-Chaumont, on voit déjà le train. Le convoi militaire est arrêté juste à la sortie d'un tunnel. Tout autour, des soldats semblent inspecter les rails et s'assurer que la voie est libre. Cachés par les arbres, Madeleine et ses hommes sont à couvert. Mais ils ne sont que 4 contre une centaine d'Allemands. Le train risque de repartir à tout moment. Il faut à tout prix le retenir. Alors, sans hésitation, Madeleine décide d'utiliser tout ce dont elle dispose. Il y avait des Allemands de partout.
On arrache les ongles, on fait le supplice de la baignoire, on vous plante la tête dans l'eau jusqu'à ce que vous criez Seb. Des gens avec un brassard, des armes qui viennent arrêter un peu partout dans Paris, on se dit c'est eux qui tiennent le pouvoir. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Madeleine ne dispose que de 3 résistants pour arrêter le train. Le reste de son groupe est mobilisé dans les combats de rue. Alors elle donne l'ordre d'emporter tous les explosifs qui leur restent. Et le petit groupe prend la direction du parc des Buttes-Chaumont, car c'est là que Madeleine veut intercepter le train. On file en voiture avec nos armes et quand on arrive sur le pont des Buttes-Chaumont, on voit déjà le train. Le convoi militaire est arrêté juste à la sortie d'un tunnel. Tout autour, des soldats semblent inspecter les rails et s'assurer que la voie est libre. Cachés par les arbres, Madeleine et ses hommes sont à couvert. Mais ils ne sont que 4 contre une centaine d'Allemands. Le train risque de repartir à tout moment. Il faut à tout prix le retenir. Alors, sans hésitation, Madeleine décide d'utiliser tout ce dont elle dispose. Alors, on commence à déballer notre camelote et on jette nos explosifs sur la locomotive. Donc, je balance tout ce qu'il y a balancé. Ça fait une énorme explosion qu'on n'avait pas prévue, je dois dire. On avait jeté vraiment beaucoup. Les résistants balancent grenade sur grenade. Persuadés qu'ils font face à une petite armée, les Allemands prennent peur et se retranchent dans le tunnel. Alors Madeleine tente le tout pour le tout. Avec ses 3 camarades, elle descend sur les voies et jette tout ce qui leur reste de fumigène à l'intérieur pour asphyxier l'ennemi. Les soldats n'ont d'autre choix que de cesser le combat. Quelques minutes plus tard, un photographe immortalise cette scène de ces soldats allemands interceptés par une poignée de résistants. Ils se sont rendus, les pattes en l'air, et puis ils sont rendus tranquillement, et c'était 80. En bloquant le train, la jeune femme a empêché la contre-attaque allemande et elle a fourni aux résistants des armes qui leur seront très utiles dans les jours qui viennent. C'était le 23 août 1944. Il se trouve que c'était précisément ce jour-là, le jour de son 20e anniversaire. Dans le feu de l'action, Madeleine Riffaut l'avait oublié. Mais Paris n'est pas encore libéré. Les combats vont faire rage encore 2 jours dans la capitale comme dans des dizaines de villes en France. Partout, les résistants ont entendu le message du général de Gaulle. Partout, ils cherchent à libérer le pays sans attendre l'arrivée des Alliés. Mais souvent, l'ennemi répond sans pitié. Comme à Tulle, en Corrèze. Alors que les résistants ont réussi à libérer la ville, les troupes allemandes reviennent en force. 149 personnes seront déportées en représailles dans le camp de Dachau. 99 autres seront pendues aux lampadaires de la ville. Pour que la France bascule dans le camp des vainqueurs, des milliers de combattants vont devoir donner leur vie. Et dans certains cas, face à des villes qui semblent imprenables, face à un ennemi plus nombreux et mieux armé, les résistants vont devoir faire preuve de ruse et d'habileté pour piéger l'occupant et parfois recourir à d'incroyables stratagèmes. En plein cœur des Alpes, niché dans cette vallée, Gap, 14 000 habitants. En cet été 1944, la ville est devenue un enjeu stratégique pour l'armée allemande. Car la cité verrouille un des axes routiers majeurs qui relie la côte méditerranéenne à la métropole de Lyon. Face à l'avancée des Alliés, Hitler a décidé de tenir impérativement ses positions. Le contrôle de la route est essentiel pour soulager
la vallée du Rhône en cas de nécessité, à la fois pour acheminer les troupes ou bien pour se replier. Alors à Gap, l'armée allemande amassait pas moins de 1000 hommes, soit un Allemand pour 14 Français. C'est l'une des plus grandes concentrations nazies du pays. Les habitants s'en souviennent encore, comme Jean Rougon, un jeune scout qui avait alors 18 ans. Il y avait des Allemands de partout. Sur toutes les hauteurs autour de Gap, il y avait des Allemands. Les hommes d'Hitler ont la main mise sur tous les points clés de la ville. La préfecture, le lycée, transformé en camp retranché, la caserne. Et dans le seul hôtel de la ville, la Wehrmacht a installé son quartier général. Pierre Roux avait 19 ans à l'époque. Il vivait avec ses parents dans une maison du centre-ville, complètement cernée par les Allemands. Nous étions à 50 mètres de l'armée, à 5 mètres de leur dépôt d'essence et à 30 mètres de leur état-major. On était bien placés, au milieu des Allemands. Et depuis le débarquement en Normandie, l'occupant se montre encore plus impitoyable. Il traque les résistants et multiplie les arrestations. La torture est devenue systématique pour montrer l'exemple à tous ceux qui tenteraient de s'insurger. Il y avait ces tortures, c'est toutes les tortures traditionnelles. Hein. On arrache les ongles, on fait le supplice de la baignoire, on vous plante la tête dans l'eau jusqu'à ce que vous criez Seb. Et quelques-uns, ils sont sortis de la torture pour aller être fusillés le lendemain, ou même le jour même, sur les routes aux abords de Gap. À l'été 44, en quelques semaines, une vingtaine d'hommes est exécutés sommairement. Pour asseoir leur autorité, les troupes allemandes n'hésitent pas à faire de certains prisonniers des boucliers humains. L'autre forme de répression, c'est de mettre des civils sur les camions, à l'avant des camions de convois allemands, en pensant que, voyant qu'il y a des civils, les maquis n'attaqueront pas ces convois. Et il y a quelques personnes qui ont été tuées dans ces circonstances aussi. On atteint une espèce d'exacerbation de la répression. Pour la résistance française, libérer cette ville sous le joug d'une domination allemande écrasante, c'est un combat qui semble perdu d'avance. Pourtant, un homme va relever le défi. Cet homme s'appelle Jean Drouot-L'Hermine. Il a 37 ans. C'est un résistant gaulliste de la première heure. Le regard perçant, l'air déterminé, c'est un meneur d'hommes. Sa fille, Sylvie, se souvient de son caractère volontaire et parfois rugueux. Quelqu'un qui avait une présence, un charisme, un pouvoir de conviction très important. Pour ça, il faut être intelligent, il l'était beaucoup. Il ne montrait pas son humanité, et il était d'une intransigeance incroyable et pas diplomate du tout. Parce que c'est un soldat, c'est un guerrier. Un guerrier. Un guerrier au parcours impressionnant. À son actif, plus de 4000 résistants formés au combat et une centaine de sabotages. Et alors pour libérer Gap, l'imprenable Gap, c'est lui que choisissent les hommes de Gaulle. Lorsqu'il arrive dans les Alpes, début juillet 1944, Drouot-L'Hermine sait qu'il doit s'attendre à une mission périlleuse. Il ne dispose que d'un commando de quelques hommes. Pour libérer la ville, il lui faut impérativement lever des troupes. Il pense alors pouvoir s'appuyer sur les combattants locaux retranchés dans les forêts avoisinantes. Mais à l'inspection des troupes, c'est la déconvenue, car la résistance locale se résume à une poignée d'hommes, certes vaillants, mais qui manquent de tout. Nous avons retrouvé le rapport d'un chef local qui déplore son sous-équipement. Pour 27 hommes, nous n'avons que 5 fusils, 16 mitraillettes, un pistolet et 7 grenades. La résistance n'a pas d'artillerie, de petite artillerie, n'a pas d'obusier, très peu. Enfin, bien souvent, on a les fusils, mais on n'a pas les munitions. Bien, on a les munitions, mais pas les fusils correspondants. Non, là, les moyens sont dramatiquement faibles. Avec un effectif si peu nombreux et aussi mal équipé,
Drouot-Lhermitte doit se rendre à l'évidence. Jamais il ne pourra enlever Gap aux Allemands. Pour renforcer ses rangs, il lui faut plus d'hommes. Alors il va se tourner vers les maquisards. Les maquisards à l'époque, ce sont ces hommes qui se cachent dans les montagnes. Dans les environs de Gap, comme autour de toutes les villes de France, on les compte par centaines. En grande majorité, ils cherchent à échapper au travail forcé en Allemagne. Et ils sont parfois à peine sortis de l'adolescence, comme Jean, le boy scout. On était une quarantaine d'hommes, une douzaine de scouts et une quarantaine d'hommes avec un curé, avec certains officiers, avec... Bon, voilà. Et on vivait dans une forêt, on était dans la nature, quoi. On a tué une vache un jour pour pouvoir la bouffer. Pour la plupart, ces maquisards savent à peine tenir une arme. Alors Drouot-Lhermitte va tenter un pari. Faire de cette armée de gamins une vraie force de frappe, en seulement quelques semaines. Pour les armées, il obtient quelques parachutages des alliés anglais, un peu d'équipement, des mitraillettes, des pistolets. Et pour les préparer physiquement au combat, Drouot-Lhermitte et ses hommes organisent de véritables camps d'entraînement dans le maquis. Tout était à faire, notamment au niveau de la discipline et des actions de guérilla. Pendant plusieurs jours, dans les montagnes qui entourent Gap, des centaines d'hommes apprennent le maniement des armes et l'art de l'embuscade. Avec des recrues aussi jeunes, il faut quasiment partir de zéro. De l'entraînement, nuit et jour, des marches forcées, du salut militaire, de l'obéissance, du maniement de nouvelles armes qu'ils ne connaissaient pas. Eh oui, le problème, c'est qu'on ne s'improvise pas soldat aussi rapidement. Pierre et Jean s'en souviennent, la première fois qu'ils ont manié des armes, cela a bien failli virer à la catastrophe. Il a fallu qu'on essaye comment on envoie une obus comme ça, avec un petit tube qu'on pose par terre, et puis on met l'obus dedans, et il part. On a tiré un obus, hein, et qu'est-ce qu'on a fait? On a foutu le feu dans la forêt. Et les autres maquisards ne sont pas vraiment plus doués, malgré des semaines d'entraînement intensifs. Drouot-Lhermitte doit se rendre à l'évidence. Ces apprentis soldats ne seront pas à la hauteur. Les envoyer au combat contre la garnison allemande serait suicidaire. Libérer Gap avant l'arrivée des Alliés semble d'autant plus compromis que d'ici quelques semaines, les résistants le savent, les Américains s'apprêtent à débarquer en Provence pour libérer le sud de la France en remontant par la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Pour Drouot-Lhermitte, c'est donc une course contre la montre qui commence. Il voulait arriver à ses fins sans les Américains. C'était très très important pour lui, pour De Gaulle. Et la solution? Drouot-Lhermitte va la trouver grâce à un homme de la région, un certain Paul Hérault. Le visage buriné, c'est un montagnard rompu aux grandes randonnées dans les Alpes. C'est surtout lui qui est à la tête de la poignée de résistants actifs dans la région de Gap. Un chef populaire et respecté. Paul Hérault, c'est la figure emblématique de la résistance dans les Hautes-Alpes. C'est un personnage que les gens admirent, qui est désintéressé, qui prend des risques énormes pour lui, qui a une espèce de courage physique étonnant, qui est peut-être lié à son endurance de montagnard. Paul Hérault est un combattant hors pair et un stratège. Il a une idée pour libérer sa ville, une idée complètement folle. Puisqu'il semble impossible de prendre Gap par la force, il va proposer de le faire par la ruse. Et voilà comment ils vont s'y prendre. À partir du 9 août, avec leurs petits moyens, les résistants planifient une série de sabotages très ciblés. Avec leurs troupes de jeunes soldats et les explosifs parachutés par les Anglais, ils font sauter à l'ouest l'unique voie ferrée qui mène à Gap, le viaduc de la Selle. À l'opposé, à l'est, ils coupent le pont de Savines qui verrouille l'un des principaux axes routiers de la ville. Pendant 15 jours, ils multiplient les attentats. Et au fur et à mesure, ils réussissent à isoler Gap du reste de la région. Gap, c'est un bassin, donc si vous êtes au fond du bassin, je pense que la géographie donnait l'impression que si effectivement vous étiez coupé de tout, l'encerclement ou le siège, je ne sais pas combien de temps il pouvait durer,
pouvait être décisif sur la décision de reddition. Les résistants veulent faire croire aux Allemands qu'ils sont encerclés par un ennemi puissant et qu'ils n'ont aucune chance de sortir vivants de la cuvette de Gap. Où il y a un harcèlement tel, il y a tellement d'actions qui conduisent d'ailleurs à exagérer probablement le nombre de résistants. Il y avait en permanence des attentats contre les Allemands, donc les Allemands, ils se sentaient cernés, c'est évident. Persuadés qu'une véritable armée les a pris au piège, les Allemands n'osent presque plus sortir de la ville. Alors les hommes de Drouot-Lhermitte en profitent pour occuper le terrain. Dans les jours qui suivent, chose incroyable à l'époque, ils paradent au volant de voitures bardées de fanions et peinturlurées de grosses lettres blanches FFI pour Force française de l'intérieur. Leur message est clair, la résistance a pris l'avantage dans la région, la victoire n'est plus qu'une question de jours. Ce qui compte, si vous voulez, pour la résistance, c'est son efficacité. Elle ne se mesure pas en combat, elle se mesure par ces actions qui montrent sa présence et qui démoralisent l'adversaire. C'est une action psychologique, bien entendu. Retranchés dans la cité, les Allemands se sentent acculés. En témoignent d'ailleurs des lettres publiées dans un livre des années plus tard et retrouvées dans le lycée de Gap, l'un des camps retranchés de la Wehrmacht. Durant l'été 1944, certains soldats allemands confient leurs inquiétudes à leurs proches. Quand pourrons-nous sortir de ce sale trou? Ça sent la souricière où il n'y a plus d'issue. Il y a beaucoup de terroristes. Il s'agit d'être vigilant. C'est encore plus dangereux que sur le front, car on ne sait pas d'où ces chiens nous tirent dessus. Ils ont créé un sentiment de peur chez les Allemands, d'encerclement, qui était totalement surfait, puisqu'ils étaient que quelques-uns et qui se déplaçaient très vite. En à peine 2 semaines, grâce au plan de Paul Hérault, les résistants ont réussi à tromper les Allemands. Drouot-Lhermitte espère maintenant convaincre l'ennemi de capituler et de se rendre sans combattre. Seulement voilà, le grand coup de bluff va connaître un imprévu dramatique. L'épisode a eu lieu quelques jours plus tôt. Alors qu'il partait retrouver ses hommes dans le maquis, sur une route déserte, a priori sans risque, Paul Hérault tombe nez à nez avec un convoi allemand. Voyant ce barrage, ont certainement essayé d'échapper et peut-être de rebrousser chemin. Pas question de se faire prendre. Paul Hérault tente de s'enfuir à travers champs, mais les Allemands ne lui en laissent pas le temps. Les Allemands tirent, bien sûr. On est dans cette période où on ne cherche pas à faire des prisonniers. Hein. Le résistant est touché à la cuisse et dans le dos. Il meurt sur le coup. Pour la résistance locale, c'est une perte terrible. L'annonce de sa mort, tous les gens qui ont été pris dans l'action et qui en ont parlé prennent ça comme une catastrophe, quoi. Sa disparition est une perte pour la résistance. Privés de leur leader local, les résistants de Gap commencent à douter. Le coup de bluff va-t-il vraiment fonctionner? Les Allemands sont-ils prêts à se rendre sans combattre? Sans leur chef, ils craignent maintenant un bain de sang lorsqu'il s'agira de s'emparer de la ville. Ce qu'on ne savait pas, c'était la capacité de riposte et la volonté de riposte des Allemands. Ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait eu plusieurs heures de combat sur la périphérie de la ville, voire en ville même. Donc on aurait eu des pertes et des destructions considérables. Certains maquisards ne veulent plus prendre aucun risque, d'autant que l'information a été confirmée. Les Américains ont débarqué en Provence le 15 août. Dans quelques jours, tout au plus, ils seront dans la région. Alors pourquoi ne pas les attendre? S'il veut réussir son pari de libérer Gap avant les Alliés, Drouot-Lhermitte doit réagir. Le 18 août, le résistant gaulliste précipite les choses. Il envoie 2 émissaires à Gap auprès des Allemands. Leur mission est culottée. Expliquer que la ville est cernée et qu'il n'y a pas d'autre choix que de capituler. Les Allemands, usés par des semaines de guerre psychologique, acceptent de déposer les armes.
Seulement voilà, il reste un dernier obstacle. Ils ne veulent se rendre qu'à une armée régulière. Les officiers allemands refusaient toute reddition de leurs forces à des non-militaires. C'est-à-dire qu'ils refusaient de traiter avec des responsables des maquis, qui restaient des terroristes. Il avait peur d'être passé par les armes, torture, je ne sais pas quoi. Pour lui, c'était des terroristes. Et c'était une humiliation de se rendre à des terroristes plutôt qu'il préférait se rendre à la belle armée américaine. C'était quand même plus glorieux. Voici Drouot-Lhermitte dans une impasse. Sans les Américains, il n'obtiendra jamais la reddition des Allemands. Mais avec les Américains, sa mission sera un échec. Il n'aura pas réussi à libérer la ville uniquement avec des résistants français. La situation semble perdue. Alors le résistant va tenter un dernier coup de poker. Le 20 août 1944, au-dessus de la ville de Gap, vers 17h. C'est un char américain qui a tiré. Il se trouve loin de Gap, sur une colline à 7 km. Mais son coup de canon résonne dans toute la vallée. Et c'est justement ça l'idée de génie de Drouot-Lhermitte. Mon père avait demandé aux Américains de ne pas arriver tout de suite. Le résistant a demandé aux Américains de ne pas attaquer la ville, mais de faire suffisamment de bruit. Du bruit pour que les Allemands les entendent. Et il avait obtenu d'eux qu'ils lancent deux, trois tirs de loin pour mettre un peu d'ambiance, montrer que des tirs avec des armes que les résistants français n'avaient pas, pour bien montrer que ça venait des Américains. Depuis les bâtiments du centre de Gap, les Allemands ont reconnu le tir d'un char américain. Ils s'imaginent que les Alliés sont là, aux portes de la ville. C'est exactement ce que voulait leur faire croire le résistant. Et en leur amenant un char américain qui a tiré un obus, simplement pour dire qu'ils étaient là, eh bien, avec un drapeau blanc, ils sont venus, ils ont dit on se rend. Voilà. Et la reddition s'est faite en un quart d'heure. Et c'est ainsi que l'ennemi se rend aux résistants français, 1200 soldats allemands, dont 40 officiers, qui se livrent sans tirer un coup de fusil. Dans Gap libéré, les hommes de Drouot-Lhermitte défilent victorieux. Les ordres du général de Gaulle ont été respectés. La mission est réussie. Le commandant allemand s'est rendu à mon père. Les Américains n'étaient pas encore là. Et il lui a donné son pistolet. C'est un pistolet que mon père a gardé toute sa vie. Et là c'est miraculeux, absolument miraculeux. Voilà une petite ville avec cette garnison considérable, dont tout le monde pouvait craindre qu'elle ne se défende, que les Américains viennent bombarder, enfin qu'il y ait des combats, que ça soit absolument sanglant. Et là, ça se passe dans des conditions qui sont des conditions mais inespérées. C'est remarquable. Donc effectivement, il y a une part. Le bluff a marché, oui, bien sûr. Le général de Gaulle fera du lieutenant-colonel Jean Drouot-Lhermitte et à titre posthume du résistant local Paul Hérault 2 des 1038 compagnons de la Libération. Ça a été un exemple de ce qu'aurait dû être toute la libération de la France. De l'astuce, du culot, du bluff, du fait de l'infériorité numérique et le moins de pertes possible. Des pertes pourtant, les résistants vont en subir, et de terribles, pendant ce que l'on appellera la bataille de France. Mais grâce à leur sacrifice, ils remportent des victoires qui permettent au peuple français de marcher la tête haute. Sur les Champs-Élysées, le 26 août 1944, la France laisse éclater sa joie. Le général de Gaulle est acclamé par une foule comme on n'en avait plus vu ici depuis plus de 4 ans. Et à l'Hôtel de Ville, il va faire un discours qui marquera l'histoire. Paris outragé, Paris brisé,
Paris martyrisé, mais Paris libéré. Mais surtout, il va envoyer au monde un message essentiel. Les Français ont reconquis leur capitale par eux-mêmes. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Le général le sait, il est en passe de gagner son pari. Et son gouvernement provisoire, dont les Américains ne voulaient pas jusqu'ici, va recevoir finalement la reconnaissance officielle de tout le camp allié. Mais si la capitale est libérée, la France, elle, est loin d'être délivrée de l'occupant allemand dans sa totalité. Il va falloir encore des mois aux armées alliées et aux résistants pour reconquérir l'ensemble du territoire, en avançant pas à pas, au prix de violents combats. Et dans chaque commune où les Allemands rendent les armes, voilà ce que les actualités de l'époque filment. Des foules en liesse, des foules qui acclament les libérateurs, des foules soulagées d'être débarrassées de l'occupant. Et pourtant, derrière les images de joie d'un peuple qui retrouve sa liberté, une autre réalité, beaucoup plus sombre celle-là, s'impose à la plupart des Français. Pierre Roux, le jeune maquisard de la ville de Gap, avait 19 ans à l'époque. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'est après la libération, les quelques jours qui ont suivi. Parce que comme m'arrêter n'importe qui pour n'importe quoi, il suffisait que quelqu'un dise « mon voisin était ça », on l'arrêtait. Car désormais en France, l'heure est au règlement de compte. Des femmes sont tondues en place publique parce qu'elles auraient couché avec des Allemands. Des Français sont tabassés en pleine rue devant les caméras parce qu'ils auraient collaboré avec l'ennemi. Vous avez une population qui est excédée par 4 années d'occupation. Vous avez des résistants qui ont parfois été très durement réprimés, non seulement par les Allemands, mais également par l'appareil d'État vichiste, et que toute une partie de la population française réclame vengeance. La rumeur peut tuer sous l'occupation, et la rumeur peut tuer encore dans le Paris de la Libération. Elle va être victime, si vous voulez, d'une je ne sais pas comment appeler ça, de vindicte ou de règlement de compte de voisinage. On croit que la guerre est finie, puis elle n'est pas, au point de vue restriction, c'est pas fini. C'était pas fini. Entre le Calvados, l'Eure-et-Loir et la région parisienne, en fait, là, en plein milieu, là, c'était la vallée des pirates. C'est là où se passaient les détournements de marchandises, en fait. Pourtant, derrière les images de joie d'un peuple qui retrouve sa liberté, une autre réalité, beaucoup plus sombre celle-là, s'impose à la plupart des Français. Pierre Roux, le jeune maquisard de la ville de Gap, avait 19 ans à l'époque. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'est après la libération, les quelques jours qui ont suivi. Parce que comme m'arrêter n'importe qui pour n'importe quoi, il suffisait que quelqu'un dise « mon voisin était ça », on l'arrêtait. Car désormais en France, l'heure est au règlement de compte. Des femmes sont tondues en place publique parce qu'elles auraient couché avec des Allemands. Des Français sont tabassés en pleine rue devant les caméras parce qu'ils auraient collaboré avec l'ennemi. Vous avez une population qui est excédée par 4 années d'occupation. Vous avez des résistants qui ont parfois été très durement réprimés, non seulement par les Allemands, mais également par l'appareil d'État vichiste, et que toute une partie de la population française réclame vengeance.
c'est une période agitée, violente. C'est pour ça que je parlais de climat de guerre civile. Une guerre civile qui est probable, possible. Après tout, Vichy vient de tomber. Normalement, De Gaulle prend le pouvoir, mais d'autres factions de la résistance ont aussi leur mot à dire. Il y a une inquiétude. Et le problème, c'est que face au risque de chaos, les Français ne peuvent compter sur aucune autorité compétente. Il faut dire que la police, sous Vichy, a collaboré avec l'Allemagne. Elle n'a donc plus aucun crédit aux yeux de la population. Les forces de l'ordre ont quasiment disparu. La police, pour beaucoup de gens, elle incarne la visibilité de la collaboration. On a vu des policiers français garder les immeubles allemands. On a vu des policiers français opérer ce qu'on appelle des rafles. Donc la police, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, elle est décrédibilisée. Alors, en l'absence d'une police crédible, ceux qui vont faire régner l'ordre et la loi ne sont autres que les résistants eux-mêmes. À Paris, la préfecture de police est désormais entre leurs mains, dès la fin août 1944. Et pour le faire savoir, ils payent en grosses lettres blanches sur leur voiture « Police ». Désormais, les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, ne sont plus seulement des résistants, ce sont maintenant des forces de l'ordre qui détiennent le pouvoir. Je pense qu'il est important de se souvenir que qui détient le pouvoir? Celui qui détient les pouvoirs de police, celui qui détient les pouvoirs de justice. Donc, quelque part, créer une police FFI, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein, c'est-à-dire des gens avec un brassard, des armes qui viennent arrêter un peu partout dans Paris, on se dit c'est eux qui tiennent le pouvoir. L'objectif des FFI, faire régner l'ordre et surtout arrêter les collabos pour les juger. Désormais, des tribunaux et commissariats populaires se mettent en place sur l'ensemble du territoire, entre autres à Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Paris. Les résistants ont maintenant carte blanche pour faire régner l'ordre et la justice, et certains ne vont se fixer aucune limite dans l'exercice de leurs fonctions. Les victimes ne sont pas écoutées, mais en tout cas, on est dans un cadre qui relève d'une pseudo-justice. Il y a tout un tas de gens qui arrêtent, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui exécutent. Ils sont complètement en marge des lois. C'est la face noire de la libération, un sujet tabou qui a longtemps été occulté dans nos livres d'histoire. Un lieu va à lui seul incarner les dérapages de cette justice expéditive. Ce lieu, c'est l'Institut dentaire de Paris, un énorme bâtiment en briques dans le 13e arrondissement de la capitale. Le 20 août 1944, des résistants réquisitionnent l'Institut pour en faire une sorte de tribunal. L'amphithéâtre est ainsi transformé en salle d'internement collectif. C'est à l'Institut dentaire que sont désormais enfermés puis jugés la plupart de ceux qui, dans la région parisienne, sont arrêtés pour avoir collaboré avec l'occupant allemand pendant la guerre. Des habitants qui ont dénoncé des voisins juifs, des miliciens qui ont traqué les résistants, des hauts fonctionnaires qui ont travaillé main dans la main avec les nazis. À la tête de l'Institut, un certain René Santuc, un homme tout-puissant, plus connu à l'époque sous le nom de Capitaine Bernard. Mais un capitaine qui n'a pas vraiment eu le temps et l'occasion de faire beaucoup de résistance. Il faut dire que les années d'occupation, c'est dans cette prison de Chartres, puis dans un camp d'internement près de Châteaubriand qu'il les a passées. Car dès 1940, ce militant communiste est arrêté pour être ensuite incarcéré pendant 4 ans par le régime de Vichy. Ce n'est que quelques mois avant la libération qu'il parvient à s'en échapper pour rejoindre la résistance communiste. Très rapidement, il se voit confier la mission de diriger un tribunal à l'Institut dentaire de Paris. Auprès de lui, une dizaine de résistants et tous sont aux ordres. Ils ont tous cette vision d'un type d'une froideur extrême, hein, qui de temps en temps a quand même des moments, des accès de fureur, et de quelqu'un d'extrêmement dur, hein, bien sûr, et sans pitié, impitoyable, hein, au sens propre.
Et comme c'est la mission justement d'épurer, de tuer les ennemis de la résistance et du Parti communiste est une mission prioritaire, il va remplir sa mission. Et très vite, les hommes de René Santuc vont arrêter des dizaines de collaborateurs. L'Institut dentaire va ainsi devenir l'un des hauts lieux de l'épuration menée par la résistance. En moins d'un mois, 200 personnes vont y être incarcérées. Pour y parvenir, il ne s'impose aucune règle, aucune procédure. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de contre-enquête, il n'y a pas d'avocat, on ne vérifie rien, on fonctionne sur la rumeur publique. La rumeur peut tuer sous l'occupation et la rumeur peut tuer encore dans le Paris de la Libération. La rumeur et la délation, une méthode qui permet donc aux hommes de René Santuc d'accélérer les arrestations, mais qui va aussi les conduire à s'en prendre à des innocents et à commettre l'irréparable. Pour nous en rendre compte, nous avons fouillé dans les archives de la préfecture de police de Paris, en banlieue parisienne, un énorme entrepôt où sont conservés sur ses étagères des centaines de milliers de documents. Ils font état de tous les délits, petits et grands, à Paris depuis 150 ans. Parmi les cartons, il y a un dossier bleu, numéro 77 W924. Il date du 20 mars 1946, un dossier qui contient des informations édifiantes sur l'Institut dentaire. Car à l'intérieur, une enquête policière menée après la guerre retrace les circonstances du décès d'une femme, une certaine Madame Goa. Selon ce rapport, Madeleine Goa, qui n'avait jamais fait parler d'elle, a été retrouvée morte le 29 août 1944. Le document ajoute que le corps était criblé de balles. Le rapport de police conclut par cette phrase « Elle aurait été arrêtée et fusillée par erreur par les FFI à l'Institut dentaire. » Mais alors, pourquoi une innocente a-t-elle été exécutée? Je crois que c'est l'exemple le plus abouti. Il y en a des centaines d'autres, mais c'est un des exemples les plus aboutis, les plus tragiques de cette situation, qui est celle aussi de la libération. Une histoire dramatique qui commence le 25 août 1944. Ce jour-là, les troupes de la 2e DB du général Leclerc rentrent dans Paris pour libérer la capitale. Mais en marge de la foule qui accueille les Français et les Alliés sur les grands axes de la ville, les combats continuent dans les rues et les faubourgs. La tension reste forte notamment sur la rive gauche, le long de l'avenue d'Italie. Il y a encore quelques jours, d'irréductibles partisans de l'Allemagne nazie tiraient depuis les toits. Alors pendant que les chars de la 2e DB paradent sur l'avenue, les centaines de Parisiens qui les accueillent craignent toujours ces tireurs isolés. Parmi les spectateurs, un couple, Max et Madeleine Goa, qui, sur leur balcon, observent le défilé avec une longue vue. Or, le problème, c'est qu'une longue vue de loin, cela ressemble à un canon de fusil. Et quelqu'un, la phobie, vous savez, c'était une incroyable folie à l'époque, des tireurs des toits, tout le monde se met à tirer dans toutes les directions, les désigne comme étant des tireurs des toits. La foule s'engouffre dans l'escalier, force les portes, lynche à moitié les Goa, pille l'appartement en passant d'ailleurs, où évidemment on ne trouve ni fusil ni rien. Il s'agit d'un malentendu, mais personne ne veut écouter Madeleine et son mari. Le couple est alors traîné dans la rue, où continue de se dérouler le défilé de la 2e DB au milieu de la foule. C'est à ce moment-là que tout bascule. Et Max Goa, auquel la foule fait déjà un très mauvais sort, est jeté sous les chenilles d'un char Sherman de la 2e DB. Max Goa meurt sur le coup. Madeleine, qui est sous le choc, est alors emmenée à l'Institut dentaire pour y être jugée.
À son arrivée, la salle d'audience est comble. Des dizaines de prisonniers attendent d'être entendus par le tribunal populaire de René-Santuc. Parmi les détenus, un ancien député nommé au Conseil national de Vichy. Il s'appelle Louis Lévédère. Il racontera plus tard ses 16 jours d'incarcération en rédigeant dans ses cahiers d'écolier des notes sur les conditions de détention à l'Institut dentaire. Et voilà ce qu'il écrit. La salle où nous sommes s'anime. À chaque instant, on voit arriver de nouveaux détenus, dont certains ont la figure en sang et les lèvres tuméfiées. Trace d'un sérieux passage à tabac. Dans la salle, il y a une prisonnière qui retient l'attention de Louis Lévédère. C'est Madeleine Goa. Il faut dire qu'à quelques mètres de lui, Madeleine est interrogée par un résistant qui se montre particulièrement violent. « Allez-vous fermer votre gueule ?» hurle soudain un garde, l'homme à la matraque. Espèce de sale garce. Tiens, tiens et puis tiens encore. À ce moment-là, devant Lévédère, le résistant se déchaîne sur Madeleine Goa. La femme a mis son bras au-dessus de sa tête et se courbe, sous le déluge des coups de matraque. Je me sens mal à l'aise. Pendant 4 jours, Madeleine va ainsi subir cette brutalité sans jamais cesser de clamer son innocence. Mais pour ces geôliers, elle est coupable. Le 29 août 1944, le verdict tombe. Madeleine est emmenée dans la cour de l'Institut pour être placée contre ce mur. La scène se passe sous les yeux, là encore, de Louis Lévédère. J'ai vu coller la femme au mur. J'ai vu lui bander les yeux. Je l'ai vu tirer la langue à ses exécuteurs. J'ai vu ceux-ci se déplacer devant elle. Le fusil épaulé. Je n'ai pas eu le courage de regarder le reste. J'ai entendu la décharge. Madeleine Goa sera retrouvée avec plusieurs balles dans le corps. Selon le rapport officiel de la police effectué 2 ans plus tard, Madeleine et son mari étaient bien innocents. L'enquête établira qu'ils étaient de véritables patriotes qui, je cite, seraient venus en aide pendant l'occupation à des résistants et des Israélites recherchés par la police. L'histoire tragique de Madeleine Goa et de son époux n'est pas le seul cas de dérapage commis par les tribunaux populaires de la Résistance. À la Libération, des centaines de Français partout dans le pays vont se retrouver aux mains de cette justice expéditive. Une épuration sauvage qui est difficilement contrôlable. Alors, pour le général de Gaulle, qui dirige le gouvernement provisoire de la France depuis quelques semaines, il y a urgence. Il y a une conquête, une lutte pour le pouvoir réel. C'est à qui investira les ministères, qui nommera les chefs de bureau, l'administration. Et donc, cette lutte, elle passe dans une phase évidemment, qui n'est pas spectaculaire et tout, mais qui s'appelle le rétablissement de la légalité républicaine. Pour rétablir l'ordre, le général de Gaulle va s'appuyer sur la police. Une police qui, dans sa grande majorité, avait collaboré avec l'Allemagne nazie, mais dont les éléments les plus compromis ont été épurés. Et l'une des premières mesures prises par les forces de l'ordre est justement celle de stopper les exactions commises par les résistants, comme celles qui ont cours à l'Institut. Le 3 septembre 1944, une directive du préfet de police de Paris est on ne peut plus claire. Aucune arrestation ne doit être effectuée autrement que par les agents de la force publique. Les arrestations sont désormais réservées à la
police officielle qui s'épure, qui vit des moments difficiles, mais à la police officielle, on ne peut plus retenir des gens prisonniers, les séquestrer. On ne peut évidemment ni les torturer, ni les exécuter. Tous les tribunaux populaires doivent donc, en principe, être dissous. Mais c'est loin d'être chose faite. Car certains groupes d'irréductibles n'ont pas l'intention de se soumettre à la loi. C'est le cas notamment de René Santuc. Mais alors, pour quelles raisons? À en croire des historiens, il s'inscrit dans la ligne du Parti communiste, dont certains des cadres ne font pas confiance à la justice rétablie par le général de Gaulle, une justice qui, à leurs yeux, échappe au peuple. Le Parti communiste considère de Gaulle comme quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un qui est un représentant de la haute bourgeoisie. Peut-être que les vrais coupables, aux yeux des communistes, ne seront pas sanctionnés. Par contre, le tribunal populaire ne fera pas de cadeau. Par conséquent, René Santuc ne remet qu'une partie de ses prisonniers à la police, mais refuse de les livrer tous. À l'époque des faits, il devient donc hors la loi. Et tous ceux qui ont eu le moindre échange avec des Allemands pendant la guerre sont des ennemis qu'il faut abattre. Chaque suspect est alors coupable. Nous sommes le 10 septembre 1944. Et à l'Institut, désormais, dans son collimateur, il y a cette femme, Berthe Verly. Une personne jusque-là sans histoire, mais dont le destin a basculé du jour au lendemain, 2 semaines plus tôt. Elle va être victime, si vous voulez, d'une je ne sais pas comment appeler ça, de vindicte ou de règlement de compte de voisinage. Fin août 1944, Berthe Verly habite à Garches, dans la région parisienne. Elle y tient une blanchisserie. Pendant l'occupation, son commerce a été fréquenté par les Allemands qui occupaient une caserne dans les environs. Une réalité qu'elle a subie et qui va pourtant lui coûter très cher. Car à la Libération, elle est dénoncée par un voisin, aux hommes de René Santuc, pour avoir commercé avec les Allemands et en avoir tiré profit. Nous avons retrouvé sa fille. Jacqueline a 92 ans. Elle en avait 20 quand sa mère a été emmenée à l'Institut dentaire. Ils sont venus la chercher, ils l'ont embarquée. Elle était assise par terre et ils mettaient leurs pieds sur elle. Berthe Verly va passer près de 15 jours à l'Institut dentaire à répéter interrogatoire après interrogatoire que Santuc et ses hommes se trompent. Dans une lettre adressée à sa mère et à ses enfants, voici ce qu'elle leur écrit. Ma chère maman et cher petit, j'espère bientôt sortir de cette mauvaise posture. Espérant que je serai graciée car je suis innocente à toutes ces histoires. C'était pas du tout une collaboratrice. Pas du tout. Elle faisait que le travail est un point final. Hein. Il n'y avait pas autre chose. Jamais. D'abord, ma mère n'a jamais fait de politique. Mais René Santuc et ses hommes ne l'entendent pas ainsi. Ils n'ont aucune intention de la libérer ou de la confier aux autorités compétentes comme l'exige maintenant la loi. Berthe Verly sera abattue de 2 balles dans la nuque. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard dans la Seine avec un pavé autour du cou. Comme 37 autres victimes de l'Institut dentaire. Personne n'a s'occupé d'elle. Personne ne savait. Personne ne savait comme un mystère. Elle n'a même pas de tombe. Je n'ai même pas su où était son corps. Voilà. Au total, en l'espace de 3 semaines, 40 personnes seront exécutées à l'Institut dentaire. René Santuc et ses hommes finiront par quitter les lieux le 15 septembre 1944.
Une enquête policière a été ouverte après la fermeture de l'Institut. Alors nous sommes retournés aux archives de la préfecture de police pour connaître les conclusions du rapport concernant René Santuc. Dans son dossier, on trouve toutes sortes de documents. Certains évoquent son engagement comme syndicaliste révolutionnaire, un homme, guillemets, convaincu des doctrines du Parti communiste, fermez les guillemets. D'autres documents abordent sa détention pendant la guerre à la maison centrale de Clairvaux. Mais s'agissant de l'Institut dentaire qu'il a dirigé à la Libération, le rapport de police est étonnamment vide. La police a-t-elle manqué de curiosité? A-t-il été protégé? Après la Libération, la justice française ouvrira bien une instruction. Mais René Santuc bénéficiera d'un non-lieu. Le motif, le voici. Le ministère public n'a pas apporté la preuve que les actes reprochés à René Santuc sont complètement étrangers à la résistance et à la libération du territoire national. En conséquence, déclare l'action publique éteinte en ce qui le concerne. Cour d'appel de Paris, le 7 juillet 1955. René Santuc n'a donc pas été poursuivi. Et à partir des années 50, il est devenu conseiller municipal de la ville de Malakoff, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, l'Institut dentaire est un centre de santé qui dépend de la ville de Paris, un lieu qui appartient à l'histoire. Et pourtant, nulle part ici n'est indiqué que 40 personnes ont été exécutées à la Libération entre le 20 août et le 15 septembre 1944 par des résistants. Il faut dire que dans cette France qui redécouvre la liberté, le peuple regarde maintenant vers l'avenir. La Libération marque la fin de 4 ans d'occupation et dans le cœur de chacun, un immense espoir jaillit, celui de retrouver enfin une vie normale. Mais ce que les Français ne savent pas, c'est que dans les mois qui viennent, leur quotidien va être encore plus difficile que sous l'occupation. Car une menace vitale les guette. Ils vont avoir faim, très faim. L'espoir des Français, et surtout des citadins, il faut bien voir cette disparité-là, c'est de manger. C'est de penser que le départ des Allemands rimera avec abondance. Que les Français passeront d'une économie de pénurie à une économie d'abondance. Le bout du tunnel est encore loin. Car certaines scènes que les Français ont bien connues durant l'occupation, ces queues interminables devant les magasins d'alimentation qu'on pensait disparus, bien au contraire, vont se multiplier. Ginette Vergès s'en souvient bien. La Libération, elle a 18 ans et vit à Montrouge, à côté de Paris. Aînée d'une famille de 4 enfants, c'est elle qui est chargée de faire les courses pour nourrir la famille. Faire la queue, ça c'était les 3/4 de notre vie. On ne pensait qu'à ça. C'était très lent. Vous avanciez de 2 pas, et puis on attendait encore, et puis c'était comme ça. Et il arrivait que vous fassiez la fameuse queue, que vous espériez avoir quelque chose, vous arriviez, il n'y avait plus rien. Une pénurie de nourriture qui touche tout le pays. Paulette Caru, originaire de Cherbourg, a 95 ans aujourd'hui. À la Libération, elle en a 25. Maman d'une petite fille de 2 ans, chaque jour, elle se lève à 5 heures pour être la première dans la queue et être ainsi sûre de ramener un petit quelque chose pour sa famille. Il y avait des distributions, mais pas tous les jours. Ça dépendait du ravitaillement des commerçants. Quand on savait qu'il allait y avoir quelque chose de bien, on allait faire la queue de bonne heure. Mais se lever à l'aube ne suffit pas toujours car les magasins sont en rupture de stock.
et les panneaux qu'on voyait déjà sur les devantures fermées sous l'occupation deviennent plus fréquents. On peut lire qu'il n'y a plus de viande. Il n'y a même plus de pommes de terre, ni d'œufs, ni de lapins, ni de volailles. On conseille même de ne pas attendre inutilement. On croit que la guerre est finie, puis elle n'est pas, au point de vue restriction, c'est pas fini. C'était pas fini. Il y a des fois où on aurait donné vraiment très cher pour pouvoir goûter une pomme de terre. Mais je vous assure, on a manqué vraiment de l'essentiel. C'était pas facile. C'était pas facile. La pénurie est telle que certains en viennent à consommer tout ce qu'ils ont sous la main, quitte à manger ce qui hier était impensable. Dans les cas les plus extrêmes, dans certains quartiers de villes très appauvris, en 1944-1945, il y a eu quelques cas avérés par des médecins de famille de consommation de civet de chat, effectivement, dans certains quartiers pauvres de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Lille. Je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de chats traîner, vous voyez. Les gens qui éventuellement en avaient, je ne sais pas comment ils les nourrissaient, mais le fait est que ça ne courait pas les rues. Face à ces Français affamés, le gouvernement s'inquiète. Nous avons retrouvé un rapport écrit en juillet 1944 par le préfet de la Seine, et il est alarmiste. On peut y lire la raréfaction et même la disparition presque complète des denrées, qu'il s'agisse de viande ou de légumes. La réapparition de longues files d'attente aux portes des boutiques ont la plus mauvaise influence sur le moral de la population et risquent de donner lieu à des incidents de plus en plus violents. Pour la première fois, il constate que dans les queues devant les magasins, les gens viennent aux mains parce que chacun veut essayer d'avoir le dernier bout de viande, le dernier bout de beurre qu'il reste, et il n'y en a plus assez pour tout le monde. Et si la situation empire à la Libération, c'est parce que le système de ravitaillement français a volé en éclats lors des combats. Pour bloquer l'armée allemande, les Alliés ont bombardé quasiment toutes les voies de communication. Les Alliés, les Américains notamment, qui bombardaient en très haute altitude, bombardent pratiquement à l'aveugle, donc détruisent les gares, détruisent les hangars, détruisent des centres de stockage alimentaire. Donc la France souffre, dans l'immédiate après-guerre, dans les jours qui suivent la libération, la France souffre d'un manque de voies ferrées, de trains, de camions. Quand il y a les camions, il n'y a pas d'essence. Dans ces conditions, eh bien, on ne peut plus amener vers les grandes villes les stocks alimentaires suffisants. Impossible donc d'acheminer la nourriture par camion sur des routes impraticables. Alors les éleveurs amènent directement leurs vaches à pied, comme ici à Paris. Des cheptels d'une vingtaine de vaches qui arrivent au compte-gouttes. C'est bien insuffisant pour nourrir les 2,5 millions d'habitants de la capitale. Si les Français se serrent la ceinture depuis le début de la guerre, à la Libération, la situation est presque bien pire. Voilà ce que mangeait un Parisien sous l'occupation en une journée. Cela tient en une assiette, 1300 calories. C'est la ration quotidienne. C'est 2 fois moins qu'aujourd'hui. À la Libération, l'assiette se réduit encore et encore, jusqu'à 900 calories seulement. L'équivalent d'un petit morceau de viande, un œuf, 2 pommes de terre, un morceau de pain et de beurre, et ce, pour tenir toute une journée. Paris est au bord d'une situation de famine. Les calories en moyenne se situent à 900 calories par jour, alors qu'il en faut, selon les nutritionnistes, il en faut à peu près 2400 à 2500 par jour pour mener une activité normale. Et toujours selon des nutritionnistes, en général, le seuil de la famine, c'est à 600. Face à la famine qui menace, le chef du gouvernement provisoire, le général de Gaulle, en août 1944, n'a pas le choix. Il lui faut maintenir le système très impopulaire mis en place sous Vichy, les tickets de rationnement. Le peu de ressources qu'il y a dans le pays, les Français vont devoir les partager. On est en gros sur un bateau avec des ressources limitées. Il faut que tous les passagers de ce bateau
puissent avoir accès à la même quantité de ressources. C'est ça le rationnement. Si on ne met pas le rationnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens riches, eux, pourront toujours trouver de quoi manger en y mettant le prix. Et ceux qui n'ont pas les moyens, au contraire, eux ne pourront plus s'approvisionner et sont condamnés à la famine. Tous les mois, chaque Français doit se rendre à la mairie pour récupérer des carnets de coupons. Il en existe pour tous les produits, comme ici, pour le pain. Ces coupons, les consommateurs doivent les remettre aux commerçants pour chaque produit acheté. Les prix sont fixés par l'État pour éviter une trop grande inflation. Une fois le carnet épuisé, on ne peut plus acheter. Il faut attendre la distribution des prochains coupons. Et les Français ne sont pas tous logés à la même enseigne. En fonction de l'âge notamment, le rationnement est différent. Vous n'êtes plus des classes moyennes, vous n'êtes plus de la noblesse, vous n'êtes plus de la haute bourgeoisie ni de la paysannerie. Vous êtes E, enfants. Vous êtes T, travailleurs. Vous êtes A, adulte. Vous êtes V, vieillard. Par exemple, dans les boulangeries, les personnes âgées ont droit à encore moins que les autres. La ration moyenne pour du pain est limitée à 275 grammes. Pour les vieillards, elle baisse à 200. Alors, face à la pénurie, la colère des Français éclate. Ils se révoltent, dans toute la France. Sur les pancartes, les mères de famille réclament un meilleur ravitaillement et demandent l'essentiel. Du lait pour leurs petits. Alors pour pouvoir se nourrir dans les grandes villes, les habitants s'organisent. À Paris par exemple, les jardins des grands bâtiments publics se transforment en potagers géants. Comme ici, aux Invalides, en face du Grand Palais, et même devant la résidence officielle du chef du gouvernement, à Matignon. Dans ces cultures, il faut qu'il y ait le moins de pertes possible. Alors on y fait pousser des légumes très résistants, des rutabagas et des topinambours, des ersatz de pommes de terre qui calent bien l'estomac. Et pour tous les produits qui manquent cruellement au quotidien, les Français ont recours au système D. Pour faire du faux café, par exemple, c'est la même recette que sous l'occupation. Il suffit de faire griller de l'orge, le moudre dans un moulin, rajouter de l'eau bouillante et ça fait l'affaire. Mais ce goût de faux café qu'elle a tant détesté pendant la guerre, Ginette, la Parisienne, aurait bien aimé l'oublier. C'était mauvais. Ça avait été grillé, ça vous faisait un jus marron, point barre. La seule chose que ça apportait, c'était un peu de chaleur, parce que vous buviez chaud. Mais les Français ont beau être inventifs, cela ne suffit pas. Pour pouvoir manger à leur faim, de plus en plus de Français vont se tourner, comme sous l'occupation, vers des pratiques illégales, en particulier le marché noir. De la petite revente sous le manteau à des réseaux ultra organisés, ces filières parallèles vont connaître une ampleur phénoménale à la Libération, jusqu'à l'apparition de véritables gangs. Il faut dire que pour s'approvisionner chaque jour, la quasi-totalité des commerçants va avoir recours à ces marchés illégaux. Comme Roger Bilbot, un boucher installé au nord de Paris, rue Cadet, dans le 9e arrondissement. Son fils, Gérard, a aujourd'hui pris la relève. À l'époque, il avait 5 ans, et il se souvient encore comment son père devait se battre pour faire rentrer le moindre morceau de viande en rayon. Il y a des jours où la boutique était fermée parce qu'il n'y avait plus rien à vendre. Donc on fermait. Il fallait aussi se bagarrer pour se faire ravitailler. Alors pour faire tourner sa boutique, Roger Bilbot va utiliser un stratagème digne d'un polar. Chaque semaine, il se rend dans Lyon pour se ravitailler sous le manteau chez les éleveurs. À chaque trajet, le commerçant prend un risque énorme. Car sur la route, les barrages de police sont nombreux. S'il se fait prendre au retour, il risque plusieurs années de prison. Alors pour transporter sa marchandise, Roger utilise une couverture. La camionnette d'un complice au-dessus de tout soupçon. Un pharmacien qui remonte régulièrement à Paris pour livrer des officines. Alors, les voitures se faisaient arrêter pour des contrôles. Alors la pharmacie, elle livrait des médicaments.
Bon, on te représente, tout le monde, bon, ok, passer, quoi. C'était un espèce de laisser-passer, en quelque sorte. Le retour se fait à la nuit tombante, 4 heures de route, et à l'arrivée, Roger a tout prévu pour décharger la cargaison au plus vite. On était sur Petite Guerre, la conciergerie m'avait été prête, ma mère était sur le tas aussi, il y avait un voisin à café en face qui disait « je vous appellerai quand ça arrivera ». On descendait ça à la cave, et on recouvrait, on mettait un drap, et on recouvrait le charbon, pour que ça se voit pas. Cette viande, Roger va la vendre clandestinement. Il ne se fera jamais prendre. C'est grâce à des combines comme celle de ce boucher que les Français vont pouvoir trouver toutes sortes de produits alimentaires sur le marché noir. Mais le problème, c'est qu'ils vont devoir payer le prix fort, jusqu'à 10 fois plus cher que les tarifs officiels. Le kilo de viande, 280 francs, au lieu de 70 au marché officiel. Un œuf, 25 francs au lieu de 3. Le kilo de beurre, 600 francs au lieu de 60. Cela revient à dépenser la moitié d'un SMIC d'aujourd'hui. Paulette, la mère de famille de Cherbourg, a acheté, quand elle le pouvait, au marché noir. Et 70 ans plus tard, elle est toujours en colère contre les commerçants. C'était pour faire de l'argent. Alors ils faisaient le prix qu'ils voulaient. C'est-à-dire que c'était plus cher, c'était tout. Mais c'était, bien souvent, c'était le même morceau qu'il aurait dû vous vendre au prix qu'il fallait. Mais non, ils nous volaient. Ce trafic de nourriture ne va pas se limiter à des commerçants qui agissent chacun dans leur coin. Il va aussi faire les affaires de réseaux ultra organisés qui vont gagner des fortunes. Des filières illégales alimentées par des complices a priori au-dessus de tout soupçon, des soldats américains, des GIs. Il faut dire que si les Français crient famine, les soldats américains, eux, mangent à leur faim. Ils ont même de la nourriture à profusion. L'armée américaine a prévu 4 à 5 000 calories par jour pour chaque soldat. C'est énorme comparé aux 900 calories des Parisiens. Alors très vite, certains GIs peu scrupuleux vont profiter de cette manne pour faire du business sur le marché noir français. Une zone d'ombre de la libération encore méconnue et qui est mise aujourd'hui au grand jour par le travail de 2 jeunes historiens, Arthur Mémin et Noémie Fossé. En 1945, donc les affaires qui ont été démantelées, j'ai répertorié plus de 450 affaires. C'est quand même énorme. On parle de plusieurs millions de dollars de marchandises à l'échelle de la guerre. Un phénomène inquiétant donc qui a fait écho outre-Atlantique. Dès 1945, la presse s'empare du sujet. Le Yank, un magazine destiné aux soldats américains, en fait sa une en mai 1945 et titre « Révélation sur les GIs racketteurs à Paris ». Dans l'article, on les compare aux gangs de Chicago les plus dangereux aux États-Unis et les têtes de réseau au parrain mafieux le plus redouté de toute l'histoire, Al Capone. Ces gangs étaient organisés avec la même redoutable et impitoyable efficacité qui ont qualifié le gang d'Al Capone de Chicago dans les années 20. À la tête de ces gangs, le plus souvent, d'anciens GIs ou des déserteurs qui ensuite recrutent d'autres déserteurs pour étoffer leur bande. Les déserteurs, c'était pas difficile de les trouver puisque les déserteurs généralement se trouvaient dans des hôtels ou dans des cafés. Ils lui demandaient de faire partie du gang, mais pour faire partie du gang, il fallait qu'il fasse ses preuves en fait. Et la première chose qu'il demandait, aux futurs membres d'un gang, c'était d'aller voler un camion rempli de chargements. C'était leur billet d'entrée pour faire partie de ce gang en fait. Et une fois qu'ils ont intégré le gang, ces hommes n'ont plus aucun état d'âme. Ils n'hésitent pas à attaquer, à braquer leurs anciens compagnons de guerre. Et il y a un endroit où leurs actions vont être particulièrement nombreuses et violentes. C'est sur cette route,
surnommée par les Américains la Red Ball Express. Un axe stratégique qui s'étend sur plus de 450 km et reliant Saint-Lô en Normandie à Soissons en Picardie. Chaque jour, un balai incessant de camions de marchandises vient ravitailler les troupes sur le front. Ce sont plus de 12 000 tonnes de marchandises qui sont acheminées au quotidien, une cible idéale pour les gangsters. Entre le Calvados, l'Eure-et-Loir et la région parisienne, en fait, là, en plein milieu, là, c'était la vallée des pirates. C'est là où se passaient les détournements de marchandises, en fait. Voilà comment ils attaquaient ces convois. Un scénario digne des attaques de diligence des bons vieux westerns. Comme c'était des soldats, ils se servaient de leur arme de service. Ils se mettaient sur la voie, ils faisaient stopper le chargement. Ils agissent par bandes de 3 ou 4 et mènent chaque semaine plusieurs attaques en changeant de lieu pour éviter d'être arrêtés. Les attaques à main armée se font par vagues successives. Hein. C'est des délinquants mobiles, on va dire. Des grands délinquants mobiles. Ces centaines de tonnes de marchandises volées à l'armée américaine, il reste encore à les écouler sur le marché noir. Mais les GIs ne parlent pas un mot de français et n'ont aucun contact sur place. Et c'est là que les trafiquants locaux rentrent en piste. Il est quand même beaucoup plus simple pour un soldat d'écouler sa marchandise auprès d'un intermédiaire qui va s'occuper de la revente au détail que effectivement de la revendre directement, disons en plein air, à tout l'ensemble des civils. Et l'un de ces trafiquants français va faire parler de lui dans la presse américaine à l'époque, dans l'un des journaux les plus lus, Life. Ce trafiquant, c'est lui. C'est Jean Houdard, surnommé dans le milieu Monsieur Jean. Selon l'article, il est l'un des maillons d'un gang de GIs qui sévissait à Paris, le gang Voltaire. Un homme au passé judiciaire bien chargé, il aurait déjà fait de la prison et serait même un meurtrier. Et si les gangs d'anciens GIs font appel à ce genre d'individus, c'est parce qu'ils ont en général un carnet d'adresses bien rempli dans le milieu du grand banditisme. Ce genre de personne n'a pas commencé sa carrière d'un coup quand les Américains sont arrivés. Il faut quand même une certaine forme d'organisation et de connaissance de façon de procéder. Le travail de ces intermédiaires, c'est d'écouler la marchandise auprès de grossistes du marché noir. Et tout l'enjeu, c'est de la vendre au plus vite, car ces camions entiers de cagettes et de cartons, cachés dans les entrepôts, risquent rapidement d'attirer l'attention des autorités. Alors ils cassent les prix, jusqu'à 2 à 3 fois moins cher que les autres resellers sur le marché noir. Par exemple, 1 kilo de sucre est revendu en moyenne 200 francs sur le marché noir français, mais celui volé à l'armée américaine coûte au maximum 70 francs. C'est vraiment une bonne technique commerciale, quoi. Je pense parce que déjà, ce qu'ils volaient, c'était... ils volaient ça, ils le volaient, donc c'était gratuit. C'était que du bénéfice pour eux de vendre cela, de vendre tout ce qu'ils volaient. Ce marché souterrain va permettre aux gangs d'anciens GIs et leurs intermédiaires d'amasser beaucoup d'argent. La presse américaine de l'époque fait référence à des sommes colossales. En 3 mois, l'un des plus gros réseaux aurait gagné environ 1 million de francs. Des affaires qui écornent l'image de toute l'armée américaine. Si certains soldats américains commencent à se comporter comme des gangsters, cela pose un énorme problème d'image pour l'armée qui a une guerre à gagner et qui a besoin que les populations civiles la soutiennent derrière. Alors le général Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées, s'empare de la question. Dans une note interne que nous nous sommes procurée, datant du 24 janvier 1945, l'état-major lance un avertissement à ses troupes. Sont listés les principaux problèmes de comportement de GIs en France. Excès d'alcool, crimes sexuels, mais aussi participation à grande échelle aux activités de marché noir. Le message est clair, il faut plus de contrôle et de sévérité. Alors sur le terrain, la réponse ne se fait pas attendre. La police militaire américaine lance des opérations coup de poing. Elle procède à des vagues d'arrestations et démantèle notamment l'un des plus gros réseaux. 177 soldats condamnés à des peines exemplaires de 50 ans de prison. Des sanctions très sévères
mais dont la portée sera limitée. Les circuits parallèles vont ainsi prospérer bien longtemps après la libération de la France, et pour que le système de rationnement prenne fin, la population devra patienter plus de 4 ans, jusqu'en 1949. Le départ de l'occupant nazi est donc loin de signifier le retour à un quotidien paisible. Et c'est là que réside toute l'histoire de la libération. Une période cruciale où s'est joué le sort de notre pays. Une période de joie et de chaos, durant laquelle les Français ont pris les armes contre l'ennemi, mais aussi contre eux-mêmes. Mais une période dictée par une seule volonté, reprendre le contrôle de notre destin pour retrouver la liberté.